Voilà, on s'arrange. Parce qu'il y a la Vierge Marie. Avec elle, tout, elle comprend tout. Le barbu, le Dieu le Père, n'en parlons pas, lui, il n'entend rien. Hein. Bonjour Dominique Pagani, on se voit ici Bonjour, dans un David. petit café parisien en compagnie également de Victoire qui est une auditrice occasionnelle des ateliers que tu organises régulièrement. C'est-à-dire tout le contraire d'une groupie. Ah, d'accord, on parle pas de Paganette comme il y avait des Claudettes Voilà. pour Claude François. C'est dommage. Ça sonne pas très bien Paganette. Vous me donnez des idées, mon ami. Une dominiquette, ça peut être. Une dominiquette, c'est un peu long. Ouais. Ça sonne bien, ça. J'ai effectivement assisté à certaines de tes conférences, en vrai ou sur YouTube, sur Internet. J'ai lu en partie le livre que tu as écrit, que tu m'as offert la dernière fois sur la féminité dans Hegel. Ah, il est pas d'un... Moi, je trouve emmerdant par moments, ce bouquin. Mais oui, mais comme je venais d'essayer de lire le Kluskar posthume, en comparaison, le tien avait l'air presque facile. On y reviendra, parce que là, c'est un point de litige, je pense. Et j'ai toujours trouvé que, comme penseur, comme dialecticien, comme philosophe, si on veut bien, c'est surtout dans l'art de la conversation, hein, qui dans l'histoire française est un vrai art, c'est là que tu excellais le mieux, et que souvent tu étais plus convaincant dans ce rapport-là que dans un cours magistral, dans une conférence. Et finalement, là aussi, dans l'histoire de la philosophie, c'est quelque chose ça peut faire penser à Socrate, qui n'écrivait pas et qui lui pensait que c'était en allant sur l'agora qu'on arrivait à convaincre les gens, à les faire réfléchir, à les étonner. Et c'est ce que tu fais tout le temps depuis des décennies. Moi, j'ai vécu professionnellement. Hein. J'ai été rétribué toute ma vie pour ma tchatch. Soit comme prof, j'étais prof de philo, hein, soit comme consultant plus tard, je vends du vent, hein, je vends du souffle. Donc, je veux dire, sans le maniement de ma langue, j'aurais pas fait carrière. Je suis pas de la classe ouvrière, je suis pas un artisan, je sais pas, bon, bref. C'est peut-être ma biographie qui a voulu que les quelques compétences, je parle en termes professionnels, c'est pas un jugement de valeur, hein, mais que j'ai monnayables, m'ont été inculquées par des Africains dont le français n'était même pas la langue maternelle. Donc l'école, pour moi, c'est important. Mon père était administration coloniale, c'est tout. Hein. Donc j'étais gamin, ce sont des Béninois, des Dahomey, hein, comme on disait à l'époque. Bon, bien sûr, les Dahomey, c'était pas n'importe quoi. L'indépendance, ils ont 1000 bacheliers, alors que l'immense Congrès belge n'en avait qu'un. Bon, nous sommes le quartier latin de l'AOF, Afrique occidentale française. Moi, j'ai été élevé là-dedans, hein, avec le drapeau français levé tous les matins, levé des couleurs, etc. J'ai travaillé en quittant l'enseignement, c'est ma première trahison de ma vocation d'enseignant pour pantoufler, on dit, je crois, hein, pour gagner du blé en dehors de la fonction publique. Chez Hachette, donc un éditeur sans état d'âme, musclé, un opérateur privé musclé, hein, la pieuvre, comme on dit à Hachette. Hein. Mais Hachette, manuel scolaire, très précisément, j'étais chargé de concevoir de nouvelles collections pour mes anciens petits camarades de classe, c'est-à-dire les élèves de l'école africaine. Donc j'ai commencé mon rapport à l'Afrique noire à l'école comme élève, dans le primaire, hein, un peu dans le secondaire, puis comme prof, puis comme éditeur scolaire. Et puis comme chef de projet d'un centre musical financé par vos impôts. Non, toi tu es suisse, parce que c'était la Commission européenne qui finançait, j'allais dire par vos impôts, je vous remercie, j'ai jamais si bien gagné ma vie. Oserais-je le dire, moi qui pourfends la politique de Bruxelles, voilà, j'ai jamais si bien gagné ma vie. Mais je veux dire, j'ai toujours été dans la transmission et dans le didactisme, je veux dire, dans un rapport didactique à l'Afrique noire. Encore maintenant, je vois un ministre africain interviewé, il fait honte à Poujadas comme niveau de qualité de français. Moi j'avais un ami, Mamadou Sek, on ne peut pas faire plus sénégalais, qui me disait tu sais que nous sommes plus anciennement français que Nice et la Savoie. Ben oui, il avait raison. C'est vrai, ils disent ça C'est préhistorique. D'accord. Le Sénégal a été reconnu citoyenneté française avant Nice et la Savoie qui date de Napoléon III, ça c'est récent. Les Sénégalais sont fiers. C'est pas un hasard, c'est la francophonie, c'est Senghor, c'est des gens comme ça. Oui, d'accord. Mais après la période, toute la décolonisation, ça crée des sentiments tellement. Ah, c'est pas ces Mikeba, hein, ça c'est un peu plus récent. Oui. Une des plus grosses conneries de l'ère Sarkozy, c'est quand il a fait son discours de Dakar. Oui. Je laisse la thèse, pourquoi pas l'Afrique n'est pas entrée dans l'histoire, et Gaël il en a dit d'autres. Mais tu dis pas ça, tu dis ça où tu veux en Afrique, mais pas à Dakar. Le pays le plus raffiné, le plus, tu vois, le plus anciennement français. Moi je suis un peu assis sur les bords, j'adore les Noirs. D'accord. Voilà, il y a des
j'aime pas trop les Antillais, j'aime les Noirs. Chacun ses trucs, hein. C'est ma biographie qui veut ça. C'est mes camarades de classe, c'est mes instits, bon, les Africains. J'aime les Africains. Oui, c'est des Noirs dans les deux cas, mais je veux dire, j'aime les Noirs africains plus que les Noirs antillais. Voilà. Oui, tu fais une distinction. J'ai mes caprices. Oui, tu parles comme les Noirs, parce que c'est vrai que nous, on n'a pas tendance à faire cette distinction. Spontanément, hein. Oui, Après, je prends du recul. Oui, quand on connaît. Ouais. Les Antillais, très bien, je reconnais. Moi, au Sénégal, je me sens pas tout à fait en Afrique. Je vais jusque-là à quel point je suis raciste. C'est-à-dire que l'Afrique, c'est encore un peu trop au nord, c'est encore trop européanisé, presque trop Maghreb aussi, un petit côté. Ben oui, mais quand tu parles c'est pas encore l'Afrique, la jungle profonde, c'est presque trop raffiné, quoi. Tu Tout vois. dépend où tu vas. Si tu restes à Dakar, oui. Après, Oui, si tu en vas Casamance. en Casamance ou même dans le nord. Bon, voilà, quand tu tu connais. parles, Hein. ouais. Voilà, Pour moi, l'Afrique noire profonde, elle commence au sud du Sénégal, c'est-à-dire à la Casamance. Voilà. Ah, même si tu vas dans le nord, si tu vas. C'est le jugé que j'ai, hein, parce que pour moi, l'Afrique noire, elle est plus au sud que. Parce qu'après, Dakar est un grand port, donc ça aussi, il y a eu un brassage culturel énorme. Même si tu vas dans les petits villages, bon, C'est vrai. Je suis favorable à ce processus de décolonisation parce que je pense que chacun, comme nous, doit avoir sa souveraineté. Et je peux admettre, même si ça ne m'enthousiasme pas, que ce processus de décolonisation passe par la langue. Ça m'enthousiasme pas parce qu'évidemment, en tant que francophone, je m'inquiète pour l'avenir de notre langue. Et si j'apprenais qu'un certain nombre de pays africains revendiquaient l'usage de cette langue, j'en serais très content. Mais je peux comprendre que tout d'un coup, il y ait des mouvements identitaires, des mouvements souverainistes qui veulent puiser dans leurs propres racines. C'est ce que disait comment il s'appelle aux Nations Unies, Doudou Diène, qui parlait. Il disait en 2050, si la démographie continue d'évoluer de cette manière, la plupart des locuteurs de langue française vivront en Afrique. Donc ça veut dire, si on veut que la langue persiste, alors je sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle, mais c'est un fait. Il faut faire avec. Donc ça veut dire que les médias, les maisons d'édition, les auteurs, il faudra qu'ils puissent David, c'est pas émerger pour t'interrompre, là-bas. c'est pour illustrer ta pensée au contraire. Le plus fort taux de natalité au monde de tous les pays, c'est le Niger. Ouais. Francophone. D'accord. Alors, Nulle part on fabrique autant de francophones qu'en Afrique subsaharienne. Alors moi j'ai une petite objection à ce que tu dis. Ouais. C'est-à-dire que oui, peut-être pour l'avenir de la langue française, c'est très intéressant pour l'avenir de la langue française que les pays d'Afrique francophone restent francophones. Je sais pas tellement quel est leur point de vue à eux. Enfin, j'ai rencontré vraiment des gens. Enfin, j'ai vécu un petit peu au Sénégal. Des gens qui disaient non, la langue française est un grand atout pour nous parce que du coup nous sommes tous bilingues et nous avons accès à une langue qui est extrêmement développée par rapport aux langues africaines puisque finalement tout le langage de la modernité là-bas puisque c'était et le rapport à l'écrit peut-être tout simplement parce que passé par le français, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de mots qui n'existent pas. Par exemple à Dakar ils parlent Wolof. Il y a beaucoup de mots qui n'existent pas en Wolof. Il n'y a pas un mot Wolof pour dire ordinateur. Par exemple, voilà. Par exemple, tu vas dans un bus, tu entends deux étudiants parler, étudiants en médecine par exemple, ils parlent français entre eux, parce que finalement le Wolof ne leur suffit pas en tant que langue. D'accord. Donc ça c'est intéressant de voir. Donc aussi, les langues locales se sont pas mises à jour, n'ont pas assimilé des nouvelles réalités pour y trouver des mots politiquement correct, on les appelle des langues nationales, elles sont tout sauf nationales, comme tu viens de très bien dire, elles sont locales. L'Afrique noire c'est le continent de l'oralité, c'est le continent sans écriture. C'est intéressant. De moins en moins, quand on voit l'émergence des maisons d'édition, des auteurs, ça bien sûr, par contre-coup. Non, mais historiquement, je veux dire, elle émerge sur un fond, sur la partie du monde qui était la moins alphabétisée qui soit. Je compte pas l'Océanie ou des petits cailloux comme ça dans l'océan. Quelqu'un qui est alphabétisé en Afrique, on dit il connaît papier. Sous-entendu, il est sauvé. Il y a un grand investissement sur la francophonie dans les populations d'Afrique francophone. Mais il ne faut pas se méprendre sur cet investissement, parce que on le prend à contre-pied tantôt par excès, tantôt par défaut. Par excès, c'est la francophonie de droite. La francophonie, à l'époque de Focard et tout, qui dit la francophonie c'est la France. Ce qui est idiot, parce que le Vietnam a été francophone et ils ont prouvé par les armes, n'est-ce pas, que la francophonie et la France pour eux c'était différent. D'accord. Et inversement, il y a une francophonie bobo de gauche. Pour qu'on les embête avec notre langue, il faut qu'ils aient des langues nationales dans leur enseignement. Ils détestent ça, les Africains francophones. C'est vrai? Parce que je sais bien qu'on vous dit le contraire. Je sais qu'on vous dit le contraire. Non, mais je parle quand même de droite. Alors je vais me régaler un peu, pas un marxiste. Je veux dire, je vais me régaler un peu. Je vais te raconter une histoire vraie. Je travaille pour Hachette. Donc à l'époque, je suis partie prenante pour des raisons commerciales. J'ai tout intérêt à ce qu'un pays ait le français dans son système d'enseignement pour qu'on puisse vendre notre camelote, nos bouquins. Je veux dire, notre marché avait une extension coextensive à l'ère francophone. On ne vendait pas à l'Afrique du Sud et au Ghana ni au Nigeria. Bon, donc,
j'arrive dans le Burkina de Sankara, que j'ai connu. J'ai fait même publier ses mémoires avant qu'il soit fingué. Histoire shakespearienne par le beau Blaise Compaoré. Et Sankara, première décision qu'il prend, c'est de laisser tomber la réforme qui avait été faite de vouloir introduire les langues nationales dans l'enseignement et réintroduire le français comme régime unique. Le mec le moins suspect de toute l'Afrique francophone d'allégeance à l'impérialisme français. C'est bizarre, comment expliquer bonne question. Je vais donner la réponse de Sankara. Ouais, c'est une histoire de langue nationale. D'abord, c'est pas nous qui l'avons décidé. C'est un Canadien, c'est un Belge. Je n'ai pas dit un Suisse. Hein. C'est un Canadien, un Belge, c'est toujours un mec qui vient de l'UNESCO, qui coopte un poste de phonologue pour un petit copain pour faire les nouveaux manuels avec les signes diacritiques, etc. Enfin bref, qui combat l'influence française dans l'Afrique. Parce que les Américains ont déserté l'UNESCO pour des raisons politiques que chacun connaît, pour la cause de la relation à Israël, qui est très critiquée dans l'UNESCO, et ils restent présents par Canadiens et Japon interposés. Je vais vite et je ne démontre pas, mais quand on me connaît, c'est vrai à 150%. Pourquoi Sankara? Je n'ai pas fini de répondre à ta question. Pourquoi il a remis le français? Il dit parce que c'est une manière de nous diviser en ethnies, cette histoire. Et de fixer les gens à domicile, dans l'ignoble proximisme qui fait ravage maintenant. Ça veut dire que si le papa est affecté du sud du Burkina au nord, son fils ne peut plus comprendre la langue, parce qu'on a changé d'ethnie, donc c'est une nouvelle langue, je veux dire, c'est ridicule. Comme a très bien dit Victoire, le français c'est un désenclavement, une manière de surmonter la fragmentation ethnique, quoi, je veux dire. Il y a 93 langues en Côte d'Ivoire. Plus on descend en forêt, plus ça se multiplie. Hein. Il y a 8 langues au Niger, dont l'arabe, entre autres, plus le touareg, plus le peul, plus le... Bon, je veux dire, c'est des langues officielles, je parle administrativement. Hein. En Algérie, le problème ne se pose pas, tout le monde comprend l'arabe. Donc dans le système d'enseignement, on peut faire un système éducatif, etc. En Afrique noire, le problème se pose. Et quelque part, j'arrête là, mais le membre africain de l'intelligentsia va se dire, je ne vais pas lâcher la proie pour l'ombre. Si je lâche le français, je vais dire, je vais être... m'exprimer dans un code confidentiel, je vais régner sur un rayon d'action de 125 km à la rigueur, voilà. Après, la seule chose que j'aurais à dire peut-être, c'est que le problème du français, enfin en tout cas au Sénégal, à Dakar même, c'est que l'école est uniquement, exclusivement en français. Et le problème de cette école exclusivement en français, c'est que finalement tu te retrouves avec des gamins qui ont 8 ans, 9 ans, qui n'ont que leur professeur pour leur parler en français, mais ils sont 70 par classe ou 80 par classe. Et il n'y a pas de relais à la maison, donc tu te retrouves avec des élèves qui ont 8 ans, 9 ans, qui ne parlent pas français, parce que concrètement ils parlent pas français, ou ils disent 3 mots en français, qui ont toute l'école en français et qui vont finalement se retrouver à ne pas pouvoir aller au collège, parce qu'il y a des examens en français, donc par des élèves qui ne parlent pas français. Donc finalement, dans les classes très très populaires, sous l'umpenprolétariat africain, le fait que l'école soit en français est une entrave finalement au développement intellectuel de ces classes très très populaires. Donc finalement, il y a un désavantage et des inconvénients. Voilà, à cette langue. C'est en même temps, c'est une langue qui te permet justement comme l'anglais finalement aujourd'hui. I agree pour rester francophone. Une langue de liaison qui permet de communiquer. Mais on dit souvent que l'Afrique, par défaut, et l'Afrique contemporaine, est plurilingue, qu'à peu près tous les peuples africains sont bilingues ou plus. En fait, la plupart des sociétés dans le monde, hein, d'ailleurs. Mais je dis ça parce que la France, non. La France, c'est une des quelques exceptions. La Suisse, c'est différent. Mais où vraiment le bilinguisme, le plurilinguisme nous apparaît comme quelque chose de spécial, alors que de nombreux peuples switchent d'une langue à l'autre, d'un registre à l'autre. Avec une adresse incroyable. Voilà. Si j'étais ministre de l'Éducation dans ces pays-là, je dirais langue maternelle dans les 2 premières années d'enseignement. Point. Ça, c'est fondamental. Dans chaque pays, où que ce soit dans le monde, il faut commencer par la langue maternelle dans les 2 premières années de l'école. Après, tu passes au français. Je ne suis ni pour exclure le français à la Kémy Séba, ni non plus pour en faire la langue unique, comme tu dis, que tu dénonçais très bien, parce que, en écho à ce qu'elle a dit, moi j'ai eu des élèves qui m'ont dit un peu par provocation, j'aime bien les élèves qui provoquent aussi, en philo, etc. J'avais que des grands, moi, en terminale, c'est Abidjan. Monsieur, à partir de demain, là, on va faire le cours en ivoirien. Je dis, il n'y a pas de problème. Et si on commençait aujourd'hui? Ah, il était un peu gêné. Allons-y. On fait le cours en quoi? En Sénoufo ou en BT? Ah, bah Sénoufo, je veux pas. Hein. Ah, bah oui, ça c'est clair. Le BT, il veut pas que ce soit en Sénoufo. Le Sénoufo veut pas que ce soit en BT. Il peut pas se blairer. Bon, je suis pas en train de diviser les ethnies. Ils sont tellement divisés entre elles qu'il n'y a pas besoin d'en rajouter. L'espace, c'est des vieux contentieux. Hein. D'accord. Ce ne sont pas des contentieux ethniques. Hein. C'est des contentieux économiques, il faut voir. Hein. Alors, je vais vous dire, je vais faire une confidence. Nous, qu'est-ce qu'on parle en France? On parle une langue où il y a le principal apport lexicalement, c'est nos anciens colons.
c'est le latin. Mhm. Après, il y a l'apport germain qui est le plus important. Il y a même l'apport arabe. Ce qu'il y a le moins, c'est les mots gaulois dans le français, si Il y vous en a très peu, regardez il y en bien. a très peu, effectivement. Il y a quelques toponymes, des noms de rivières, des choses comme ça, les pantalons, les tonneaux. Mais je veux dire, ça va pas très loin. Voilà, ben, vous, ce sera pareil. Il y aura un jour un Oui, Ivoirien, mais il y a eu un moment, Ivoirien qui sera un mélange de français, Ouais. de dioula, c'est une langue assez répandue là-bas, c'est un sous-bambara du Mali, qui est fait parler par les commerçants, donc une koiné, un peu comme chez les Grecs de Ouais. l'Antiquité. Là, voilà, ça se fera comme ça. Ça se décrète pas, la langue. Tu es plutôt optimiste pour le maintien ou voire même le développement de la francophonie. Non. Alors là, c'est bien que tu poses la question. Je suis pas très optimiste parce que là, je viens de parler de la disposition des Africains, mais est-ce que c'est eux qui ont la décision? Non. C'est les anglo-saxons qui combattent farouchement, d'une part. Voilà. C'est l'UNESCO où il y a une majorité anglo-saxonne qui se bat pour que, voilà. Moi, j'avais un ambassadeur allemand qui m'aimait bien parce qu'il savait, il avait eu, j'étais un germanophile de culture. et qui m'avait dit, je ne comprends pas, c'était bon, au Niger, pour rien cacher, je ne donne pas son nom, mais je ne comprends pas qu'ils aient encore le français comme langue d'enseignement officielle. Je veux dire, tout le monde combat ça, tous les autres Européens combattent. On ne le dit jamais, ça. On fait croire qu'on est des Européens soudés comme ça, surtout à l'étranger. Tu parles. Je veux dire, c'est la guerre à la France, c'est déconné. Voilà. Je suis pas franchouillard, hein, je suis pas cocardier, c'est pas la question, mais je le deviendrai. Non, puis on défend deviendrai notre langue, presque c'est normal. du Sahara. En France, quand tu vois finalement comment le français est devenu unifié, parce que c'est à Ça peu a près été à par l'époque, décret, c'est hein. à peu près à l'époque de la création de l'Académie française en fait, parce qu'avant il y avait quand même dans les villages, Un il y peu avait par quand même- décret, un peu par le fer et par le feu, Voilà. je pense au Et Qatar, puis, hein, il y a on a quand même- rattaché il y a- le il y a quand sud. même eu une politique d'unification de la langue à un moment donné. C'était mais volontaire. qui- Et Après, sous la Révolution, qui s'est- c'était une qui s'est politique joint- extrêmement Oui, mais qui suit la volontariste, politique hein. de puissance d'une des composantes Oui, du parce- royaume, malheureusement. Parce qu'il y a non seulement les apports étrangers antiques dont tu parles, Je veux dire, ça demande du temps. Oui, puis Ça l'extension finit du par français de l'Île-de-France, parce qu'en gros c'est celui-là, Oui, c'est- à l'ensemble du territoire. Et ça s'est fait Bah, ça plutôt s'est de manière fait musclée. petit à petit, mais il y a eu aussi quand même une volonté. Ça n'a pas été spontané, ça a été les deux. Ouais, ouais. J'ai fait une intervention sur l'oralité coloniale au congrès sur Corse Colonie à Corté. J'étais convié avec François de Negroni à faire une intervention sur pourquoi les Corses ont si bien réussi aux colonies. Et je dis, il y a une raison entre autres, c'est celle-là, c'est que dans les régions où l'écriture n'est pas le support, où l'oralité est prégnante, le Corse, il vient de l'oralité, c'est un pays de berger, moi mes tantes, c'est un pays de mnémotechnie orale, et quand on écrit italien toscan, c'est tardif, voilà. Parce que je veux dire, c'est pas un hasard. C'est une langue qui s'écrit pas, le corse. On peut le transcrire. Oui, voilà, mais qui a une orthographe ou. Ah, ben, maintenant, si tu vas en Corse, tu vois des signes diacritiques, comme disent les linguistes, où les Corses essaient de transcrire leur prononciation spécifique. Il faut bien essayer de trouver quelque chose de spécifique, mais soyons sérieux, c'est une langue italiote, pour parler comme les historiens linguistiques, c'est-à-dire comme le sarde, c'est un je dis pas un patois. Si, à Paris, je peux le dire, je vais pas me faire plastiquer, à Bastia, je peux pas le dire. Mais si, je peux le dire, c'est un patois italien. Il y a eu une littérature corse, en Corse. Ça existe ou- Contemporaine, oui, mais c'est intéressant vos Oui, questions, mais parce de- que la de- littérature écrite avant-guerre, c'était tout écrit en italien toscan. D'accord. C'est récent le fait de vouloir faire un truc typiquement corse avec des terminologies. Bon, j'ai fait la préface, j'ai commis à la demande des intéressés la préface pour les éditions Materia Scripta, où Negroni était partie prenante d'ailleurs, du projet de constitution d'un Suisse, je pense à Rousseau, pour la Corse. Les Corses ont décidé d'en faire l'édition bilingue de ce texte pour eux emblématique. Ouais, je veux dire, quand même, le plus grand intello de l'époque qui s'intéresse à leur île, quand même. Et dans le contrat social, j'ai l'impression qu'un jour cette petite île étonnera l'Europe. C'est quand même, il n'y a pas beaucoup de citations dans le contrat social, tu vois, de cas particuliers. Et voilà que tout d'un coup, la Corse est citée par Rousseau. Quand on articule une critique du libéralisme libertaire, comme on le fait de plus en plus, et c'est vrai que je Comme fais Giscard a été le premier à le faire. Voilà, critique qui est bien reçue par une partie notamment de la jeunesse. C'est ce que j'avais compris, tout ce que tu publies et dont je me Voilà, félicite. on a eu ce dialogue avec Je me permets. François de Negroni dans Éléments, par exemple. Mais souvent, parmi les gens qui reçoivent ce discours-là, qui comprennent la critique philosophique, économique et culturelle du libéralisme libertaire, ils ont l'impression que ce qu'on pourrait préconiser contre ça, c'est une forme de rigorisme, c'est une forme d'austérité, et autant un personnage en tant qu'individu comme Kluskar et autant un personnage en tant qu'individu comme Michéa montre
pour qui connaît un petit peu leur vie, leur mode de vie et leur hygiène de vie, que ce n'étaient pas des moines et que leur hédonisme, dans le bon sens du terme, ne contredisait pas du tout leur thèse. Je peux me permettre thèse. de dire avec Gloucester encore moins que Michéa. Alors, moi, voilà, je ne l'ai pas connu, mais... Je vais te faire des aveux. Ouais. On était potes avec Gloucester. Je veux dire, il était la popote chez moi quand j'étais avec ma femme à l'époque. Je veux dire, on était un peu son ménage, c'était un célibataire. Il était chez nous. Il n'a pas trouvé sa Thérèse Levasseur. Ouais. Hein, il le dit souvent. Oui, J'aurais c'est dû vrai, faire il en comme parle. Rousseau, épouser une petite analphabète. Oh. Il me disait, tu devrais venir en Espagne, les putes, elles sont pas chères. Mais c'est tout le contraire d'un père fouettard qui vient faire les mœurs, je veux dire, c'est... Ou alors il me téléphonait, il disait, je suis devant la téloche et il y a la rétrospective Luis Mariano pour le réveillon de Noël. Tu vois, il n'était pas dans la culture élitiste. Entre l'équipe, l'horoscope et Louis Sachant très bien que moi j'écoute l'art de la fugue, tu vois, et ou les solos de Monk, tu vois, enfin du savant dans les cas, lui. J'écoute Luis Mariano, une bouteille de pommard, tu vois, ou du pomerol, je ne me rappelle plus. Pommard. Et je me regarde en attendant le final des 5 Nations. Mais si je parle de Michéa, c'est que Michéa lui-même, comme il a parlé un peu de lui, il a toujours dit que... Cyprien de Montpellier. Voilà, déjà c'est aussi. Et il a toujours dit que lui, son idéal, c'était pas d'écrire, et on l'a poussé un peu à écrire, mais lui, il aimait bien la pétanque, et puis regarder passer les filles depuis la terrasse. Alors, quand on a une personnalité comme... Entre 11h et 13h, le pastis. Voilà. Donc évidemment, c'est pas un Robespierre. Et encore, moi je dis pas de mal de Robespierre, je sais que c'est une figure qui m'est sympathique, mais disons sur ce plan, sur ce plan-là, mais c'est différent, c'est quelqu'un qui me ressemble pas du tout, mais qui de ce fait-là m'apparaît supérieur, mais c'est un autre problème. Soral fait un contresens en invoquant Gluscar comme étant le père fouettard qui va venir fustiger les dérives libéraux-libertaires. C'était un viveur, Gluscar. C'est tout le contraire d'un puritain. Il était le premier à être d'un libertinage débridé. Ça regarde personne, ça. Enfin, ça, c'est les acquis de la société civile moderne. Pas moderne au sens actuel, hein, c'est depuis la Révolution française. Depuis les Lumières. Mais il ne faut pas que ce soit réservé à monsieur le marquis de Sade, au comte Almaviva. D'où la critique que fait notre ami François Negroni de la Common Decency qui pourrait donner cours à un paternalisme. On chante la vertu des pauvres pour qu'ils restent à leur place. Quoi. Ce qui n'est pas du tout le propos. C'est cet auteur plus complexe qu'on ne croit, parce que François a le génie de s'investir dans des genres mineurs pour faire croire qu'il est un auteur léger, comme tous les aristocrates. Le fait de jeunes, tout d'un coup, qui ont une prise de conscience politique, par exemple, en lisant Gluscar, le problème, et on peut comprendre cette méprise, c'est qu'ils ont tendance à politiser tout, ce qu'ils font, et c'est là d'où vient l'erreur d'une surévaluation, de donner du sens à ce qui ne devrait pas en avoir, parce que si on donne ce sens-là, ou il est hypocrite, ou alors dialectiquement il dit le contraire de ce qu'il veut dire. Absolument, non, on est bien d'accord. Donc on est d'accord, bien comprendre Gluscar, c'est admettre qu'une grande partie de nos existences en fait échappe à la lecture politique. C'est pas faire la morale aux gauchistes, c'est leur dire vous êtes des marioles. Il aimait bien ce mot, vous êtes des marioles. Vous êtes à droite de De Gaulle et vous vous présentez comme à gauche du PC. Alors, vous vous foutez de ma gueule. Faites ce que vous voulez, moi je ne le dirai pas. Vous trompez votre femme et alors, c'est votre problème. C'était un des slogans de 68 ans. Tout est politique. C'est pas à ce moment-là que vous êtes révolutionnaire. Voilà. Et ce n'est pas en ne le faisant pas que vous l'êtes pour autant, tout simplement parce qu'on est dans une posture de neutralité. On est bien d'accord. Et c'est pour ça qu'il écrit ce titre incroyable, le traité de l'amour fou. Jamais qu'il avait mis traité et amour fou du même côté. Quelle révolution que la monogamie exogamique. Tristan et le roi Marc, pour lui, c'est ça l'histoire. Hein. Voilà. J'aime pas en parler. Vous devinez pourquoi? C'est à cause de l'édition. De la réédition. Oui, bon. Elle s'est bien vendue. Parce que la première édition, c'est même moi qui m'avais laissé choisir la couverture. J'avais choisi les gravures de Tristan. On voit le roi Marc et il est arrivé avec les bulles de l'époque du XIIIe siècle. On voit Marc, Tristan avec les pays qui Tristan Liseux. Tu connais cette édition-là? Il me semble les éditions sociales de Messidor, c'est les éditions sociales. Avec des gravures du Moyen-Âge. On voit le roi Marc faisant irruption dans la grotte où il y a Tristan et Liseux endormis avec l'épée qui les sépare. Bon, c'était autre chose que le côté gothique de l'autre édition.
Ouais, enfin moi j'aime bien l'illustratrice qui fait ça, mais voilà, c'est une espèce de jeu floral comme ça. Je dois reconnaître que si aujourd'hui il y a un renouveau de succès autour de Kluskar, c'est qu'il y a en partie une lecture peut-être réactionnaire de Kluskar qui fait que ces théories sont acceptées, mais sans faire cette nuance dont tu viens de parler, c'est-à-dire qu'on va dire si t'as compris Kluskar, si t'es un vrai révolutionnaire, un vrai antilibéral libertaire, tu dois arrêter de fumer des bédos. Tu dois être un spartiate. Oui, voilà, tu dois être un moine soldat, tu dois être cette méprise, c'est-à-dire le fait de penser que quand on livre un discours antilibéral libertaire, on est forcément moralisant. Voilà, cette méprise, souvent, elle est le fait non pas des adversaires de Kluskar, mais de ceux qui pensent l'avoir compris, surtout parmi la jeune génération. Je vais te répondre que je te nuance les deux. C'est là que je voulais en arriver. C'est que j'ai constaté, et je l'ai dit à Lordon, et pour une fois je l'ai écrit, moi qui n'écris rien. Je l'ai écrit dans un petit texte qui sert de postface à la réédition par Delga d'un des chefs-d'œuvre de Kluskar, c'est Néofascisme et du désir. J'ai commis une petite postface à leur demande qui s'appelle Faut-il sauver le soldat Lordon? D'accord. Lordon, on le garde ou bien si on est marxiste, communiste, ou bien on le lourde. Voilà. Bon. En gros, politiquement, je le garde, c'est bien, il dénonce le traité européen, il dénonce ceci, bon, il y a les prises de position que je peux contresigner, moi, en tant que léniniste. Mais demain, il va nous dénoncer tous aussi, comme il est parti, voilà. On s'est bien compris. En tant qu'anti-atlantique, je peux contresigner. Et voilà qu'au niveau philosophique, par contre, je veux dire, parce qu'il se pique de philosophie, je ne lui conteste pas, c'est pas escalité qu'on est philosophe, je veux dire, il a le droit. Mais je veux dire, il investit sur une philosophie, Spinoza, Deleuze, etc., libéral, libertaire, Foucault, etc., qui est exactement à l'inverse de ses choix politiques. Et je dis, et il fait le même contresens que Soral, là ça devient intéressant. Lordon et Soral, l'extrême droite et l'extrême gauche, ils ne supportent pas, moins de compromission avec l'extrême droite, Lordon. Oui, enfin, on guillemets pour les deux. C'est pour ça qu'il a été Schwartz, il veut s'en désolidariser, le malheur de se commettre avec, donc il est plus touchable, bref, Lordon. Et je dis, mais les deux font le même contresens, c'est curieux. Ils ont les opposés, Soral et Lordon, mais les deux se servent. Ils disent que Kluskar est quelqu'un qui critique la consommation. Il critique le consumérisme, quand c'est vautré. Mais non, il dit qu'on ne consomme pas assez quand on le lit. Et que s'il y avait une société de consommation, j'y cours tout de suite, disait Kluskar, ça voudrait dire le communisme réalisé. Non, il y a une classe qui consomme, il y a des milieux qui consomment. J'ai jamais vu une société qui consomme. Oui, mais quand il parle du développement de l'économie libidinale avec son analyse du Fordisme, c'est quand même une critique du système productiviste consumériste. Non, là tu parles comme un écolo, excuse-moi, c'est un tu collectif. On va y arriver. C'est un tu qui s'adresse à l'idéologie dominante, donc bien sûr nous prêtons le flanc d'une manière ou d'une autre, chacun d'entre nous, mais a fortiori ta génération plus que la mienne. Oui, je vais être sérieux. Je suis en train de dire, il n'y a pas de critique du consumérisme, il y a au contraire, ce que dit Kluskar, c'est qu'il y a une consommation ludique, libidinale, marginale, les trois vénéneuses, qu'il condamne, mais qui sont réservées à une élite sociale. Et il s'insurge quand on dit que la classe ouvrière en 68 se serait vendue pour un plat de lentilles et aurait accédé à cette consommation-là. Et moi, je lui dois, parce qu'il m'a dédicacé, il a eu la gentillesse de me dédier, le capitalisme de la séduction. Et il dit à Dominique Pagani, à qui ce livre doit beaucoup, alors qu'il me doit strictement rien, s'il fallait vraiment parler en termes de dette, ce qui est déjà ridicule en soi. Mais enfin, c'est rien par rapport à ce qu'il m'a apporté. Moi, il m'a apporté, j'ai été coupé un peu avec mon enfance coloniale et tout, du prolétariat français, je veux dire, mais il m'a apporté la distinction des biens d'équipement et des biens de consommation. Oui. C'est un acquis théorique extraordinaire. Il m'a dit non, il y a un ordre. Il y a les équipements collectifs. Ça, c'est l'invisible, c'est le plus important. C'est les égouts en dessous, c'est le gaz, c'est l'eau, c'est l'EDF, c'est les trucs, les équipements collectifs. Dont nous consommons après les effets. Après, rentrant dans le foyer, il y a les biens d'équipement des ménages, la machine à laver, le frigidaire, etc., qui viennent dans les années 50, etc. Et on ne consomme pas un frigidaire, il dit, c'est pas une consommation, on consomme ce qu'il y a dedans, c'est un bien d'équipement. Et en dernier, la consommation ludique, libidinale, marginale, qui est réservée à une petite frange de la population. C'est ce que dit. Il ne dit pas que notre société se vote dans la consommation. Non, à un moment, mais il parle quand même des classes moyennes. C'est pas non plus une des couches moyennes. Oui, pardon, oui, c'est vrai, des couches moyennes. Ça, c'est une nuance. Il s'insurge, il dit le PC n'a pas fait l'analyse. Il refuse le terme de classe moyenne. Voilà. Non, si tu me permets, je ne coupe pas les cheveux en quatre. C'est parce que c'est des distinctions auxquelles il tient. Oui. J'ai essayé d'être sérieux, mais tout alors, simplement. Dominique, si je comprends bien, en fait, finalement, la critique que fait Kluskar,
C'est qu'on ne consomme pas assez. C'est qu'on ne consomme pas assez et que finalement la consommation qu'on prétend être universelle a été l'apanage d'une toute petite part de la population. Et c'est ça qui critique finalement. C'est le fait qu'on parle de... On parlait de l'Afrique, toi et moi, tout à l'heure, à l'échelle planétaire. Qu'est-ce qu'il y a? Tu vas expliquer à un Oui, Chilien oui. qui consomme trop? Oui, Tu vas dire à un Chinois que s'il s'équipe avec une machine à laver, il faudra 10 planètes pour mais que les Chinois aujourd'hui- s'équipent de machine à laver. C'est monstrueux comme raisonnement. Ça veut dire, nous, on s'est éclaté pendant un siècle et demi, mais vous n'avez Oui, pas c'est le nous, droit ça. parce que... surtout que c'est monstrueux, ils c'est- Tu ont vas pas- expliquer ça aux Chinois. Mais c'est immoral, certes, mais est-ce que ce discours il est encore tenable aujourd'hui dans les conditions de limitation? Alors là, du coup, je suis pas du tout buscardien quand Oui, je pose non, cette question. tu fais l'avocat du Mais diable. non, Pour moi, je le fais- diable, je c'est fais l'écologisme. je fais la voie de la modernité, Ouais, bien sûr, bien sûr, c'est-à-dire bien sûr. Non, mais on est d'une là pour modernité ça, consciente on est là des pour limites ça. des ressources. Je viens de Ouais. commettre un petit interview dans comment ça s'appelle? Sur le comptoir. Comptoir, Ouais, voilà, ouais. là-dessus. Donc, une partie a été censurée, donc je vois bien que ça peut être irrecevable. ce Ah que ouais, moi, dis, je vais hein. pas te censurer, mais j'aimerais bien comprendre. Je fais pas Ouais, l'innocent, mais je te réponds sincèrement, ce sont des mensonges. Nous ne sommes pas en pénurie. On fait croire à chaque fois qu'il y a la pénurie, que les ressources sont limitées. Ce n'est pas vrai. Dès le néolithique, quand il n'y avait plus de coquillages sur un étang là, les mecs, ils allaient Oui, mais plus on était moins loin. nombreux dans le néolithique. On n'a jamais produit autant de nourriture. Il y a moins de famines maintenant en Europe qu'il y en avait quand il y avait 10 fois moins d'habitants. Qu'est-ce que tu penses de l'idée de Jean Ziegler, mon compatriote, Oui. qui dit parce qu'il a Une Suisse été chargé une en- Suisse au-dessus de tout ça. Voilà, il a été chargé des problèmes de la faim dans le monde Oui, je et sais. qui disait il y a une dizaine d'années que les ressources naturelles, notamment agricoles de la terre, devraient Étant permettre limitées. de nourrir. Elles sont limitées certes, mais elles devraient quand même permettre de nourrir 12 milliards d'habitants. Et au moment où il écrivait ça, on devait être à peu près, je sais pas, 6 ou 7 milliards. Donc il en concluait toute personne qui meurt de faim est victime non pas d'une fatalité ou d'un accident, mais d'un homicide. Donc on pourrait. Je suis d'accord Tu serais avec assez lui. d'accord avec ça. Hein. Non, j'ai toujours bien aimé Ziegler. Ah ben, il y a des côtés anards qui ne sont pas dans ma sensibilité, mais c'est remarquable de lucidité et de documentation en dehors de la bulle européenne dans laquelle nous nous confinons, quand elle n'est pas franco-française d'ailleurs. Je veux dire, voilà, c'est un mec qui connaît l'état du monde. Voilà. Oui, mais ce problème de limitation des ressources, c'est pas simplement la consommation de biens alimentaires, c'est aussi les déchets produits, par exemple. C'est ça qui fait beaucoup, qui fait Mais quels souci. déchets? Tu penses aux déchets nucléaires ou aux déchets en général? Ah, nucléaire aussi, bien sûr, mais aux déchets en général, ouais. Avec l'écologie, on s'en sort jamais. Le charbon a cet inconvénient-là, que si tu le supprimes et que la couche d'ozone est impeccable parce qu'il n'y a plus de carbone, c'est le nucléaire. Ah oui, mais là, il y a les déchets. C'est mortifère. Tu t'en sors jamais. C'est un signe déjà qu'il y a autre chose. C'est pas parce qu'il n'y a pas de solution. Il y a que le autre problème chose va se poser. en ombre chinoise que l'enjeu économique et tout. C'est pas scientifique. On se réclame de la science et de la technique. En fait, c'est indifférent. Je veux dire, c'est une haine pour le monde moderne. C'est tout. Et ça, c'est vieux comme la modernité. La modernité essaye tout le temps de s'évader d'elle-même. D'investir c'est l'écologie, sur un monde archaïque, sur un monde de, je voudrais pas caricaturer Michéa, mais sur un monde du c'était mieux avant. C'est pas ça, Michéa. On Non, va le c'est réduire pas à ça, ça. ouais. Hein. Mais enfin, il y a beaucoup de michéité qui se Disons réclament de une lui. nostalgie, Voilà. Hein. Et peut-être c'est pour ça qu'on parle de postmodernité plus que de La modernité. postmodernité aujourd'hui, est ouais. beaucoup plus réactionnaire au sens non défendable, il y a des sens défendables de réforme, que la modernité lorsqu'elle est régressive. Je prends un terme freudien. Régression, c'est toujours condamné à l'échec, c'est revenir au stade oral ou au stade anal ou au stade, c'est toujours un stade antérieur de la libido. Qu'est-ce que vous voulez? Nerval a une phrase magnifique. L'ignorance ne se prend pas. Mais est-ce que- Nerval s'interdit toute régression. Il nous donne une leçon, lui le fou, une leçon de sagesse. Ouais, alors, ça, Il est en train de pleurer parce qu'il a une crise de délire, il voit 7 lunes dans le ciel, c'est un vrai psychotique lui, hein, je veux dire. Il a une crise d'hallucination et tout, il se précipite dans Notre-Dame de Lorette faire une prière, il entend des chœurs, il a l'impression que c'est des chœurs arabes, enfin bref, il est en plein délire. Et il dit, j'essayais de me rassurer en pensant à mon éducation religieuse, de revenir au catéchisme. Et puis je dis, mais enfin, j'ai été élevé dans les idées du XVIIIe siècle, des Lumières, l'ignorance ne s'apprend pas. Et c'est là qu'il le cite. On ne peut pas faire comme si on revenait à des croyances. Je te dis maintenant que la Terre est cubique, tu veux dire, il ne faut pas me prendre pour un con. Tu comprends ce que je veux dire? ouais. Mais est-ce que tu penses que finalement cette régression dont tu parles aujourd'hui dans la postmodernité, c'est-à-dire l'incapacité de... Enfin, le fait de revenir en arrière, le c'était mieux avant, est lié peut-être à une incapacité de penser à un avenir en fait. Parce que peut-être que, bon, par exemple, au 19e siècle, il y avait l'idée du progrès. L'idée de l'histoire, l'avenir sera toujours meilleur que le présent. Ça parle au Aujourd'hui- passé du progressisme. Comment ?
Non, mais je constate que tu en parles au passé comme Foucault, du C'est progressisme. vrai, oui, spontanément. Non, mais Mais tu as raison, plus personne défend le progrès. Alors, Non, mais c'était une idéologie, on y croyait. Aujourd'hui, j'ai l'impression c'est pas le que... passé. On Moi, est, j'y crois. on est d'une génération plus sceptique que la tienne Voilà, sur ce peut-être. sujet-là, de manière globale. Non, hein. Je crois pas que ce soit un problème de j'essaye scepticisme. disons que j'essaie Bon, j'y de reviendrai. faire le chantre finalement Ah, c'est une régression. du discours. Oui, du discours tout à fait, aujourd'hui. tout à fait. C'est ce que finalement, ça serait pas lié au fait qu'aujourd'hui, finalement, justement, on n'y croit plus au progrès. C'est-à-dire qu'on pense Si c'était au que progrès, finalement qu'on est mais incapable, tu as tellement raison. on est incapable de penser à un C'est pas avenir au qui soit progrès autre en fait. seulement, Tu c'est vois. un triangle qui est combattu par la pensée postmoderne. Les trois valeurs qu'il faut combattre, c'est l'homme, l'humanisme, ça c'est Foucault, l'universel, Lévi-Strauss. Mais non, ça c'est pour notre culture à nous, chez les Boros, c'est différent. Bon, déjà, il n'y a pas d'universel, il n'y a pas d'homme. Burke, le premier des grands contre-révolutionnaires, l'anglais, Burke. Moi je connais pas l'homme, il dit. Les droits de l'homme, la Révolution française, je ne connais pas. Moi, je connais les Anglais, les Irlandais. C'est de Mestre, je crois. Des qu'il disait Bantous. ça. De Mestre le reprend. Mais c'est la même, Mais Burke c'est la même l'avait développé. sensibilité. Et voilà, je ne vois pas l'homme. Très Aristote. Aristote disait on ne serre pas la main de l'homme en général, mais de l'homme singulier. Pour Aristote, il n'y a d'existence que de l'individu et de connaissance que du général. Il n'a rien compris à Platon. Pourtant, il est resté 30 ans à l'école. Foucault, c'est ça, c'est le règne d'un individu. Oui, mais on du coup, Je suis en train de dire, c'est le même combat, c'est un combat qui apparaît quand le capitalisme ne peut plus remplir son contrat. Je parle en joueur de bridge, là, ces années 70. Il y avait eu le plan Marshall, on pensait que tout était possible et tout d'un coup, plus rien n'est possible. On a réduit la production avant qu'il y ait le discours écologique. Et le discours écologique est venu pour étayer, pour servir de promotion à un productivisme que le capitalisme venait d'abandonner et de prendre le contre-pied. On ne vous embauche plus, les mecs. On a trop d'emplois, etc. C'est fini le progrès. Et hop, on vous met au chômage. Et donc, il nous faut une idéologie à la mode qui critique le progrès, qui critique le plein emploi, qui critique l'industrie, qui critique les cheminées qui fument. Vous retrouvez le monde dans lequel vous vivez. Non, justement, déjà plus, parce que la postmodernité dont tu parles, celle de Foucault, de la déconstruction. Après, il plante dans l'aile avec la Et tant mieux, on est déjà en train de sortir pour être autre Oui, chose. mais ça, C'est c'est quelque grâce à la chose de crise. pas plus progressif Tout à fait, pour tout à autant fait, d'ailleurs. tout à fait. Mais je veux dire, cette idéologie-là, c'est celle qui a créé la destruction, la déconstruction, comme ils disent. Et tout ça, c'est encore ce qui règne dans une partie du monde universitaire, mais c'est ce qui est très contesté. Non, on est bien d'accord. Non, mais plus qu'il y a 30 ans, et heureusement. Tu paraphrases Gluskar, fort heureusement, qui dit oui, mais la crise. Ouais. Il y a la stratégie libérale libertaire qui se heurte à la crise. Et donc, effectivement, avec la crise, moi, l'espoir renaît. Oui, mais l'espoir de moi, quoi? c'est-à-dire, il y a des masques de qui progressisme intégral. Le post-68ardisme a du plomb dans l'aile avec la crise. C'est ce que tu es en train de dire en gros. Oui, oui, tout à fait. Ouais. Oui, mais justement, la question, moi que je te posais, c'est, moi je suis tout à fait, je veux dire, au contraire, je pense qu'il faut qu'on retourne vers quelque chose de positif, en fait, la Bien sûr, création de quelque chose. il faut Après, retrouver l'homme, le progrès, l'universel. La génération aussi, enfin, je veux dire, la génération dont on fait partie, lui et moi, c'est-à-dire qu'on a grandi dans cette espèce de, comme tu dis, de scepticisme, presque de pessimisme. désenchantement. J'ai bien compris, Voilà. mais je vais C'est vous finalement surprendre comment- tous les deux. Le fait même de parler en termes générationnels est pour moi déjà régressif. Il ne s'agit pas de dire ce qui appartient objectivement à une génération ou une autre, mais du ressenti d'une Voilà, génération. du ressenti, Parce c'est- que la vérité, elle est objective, elle ne dépend pas de qui la perçoit. Mais le fait qu'on croit ou non au progrès, ça peut être générationnel. Parce que l'opinion change, objectivement, l'opinion des gens. C'est clair que d'abord, j'aime pas le mot croyance, que l'établissement du progrès, c'est récent historiquement, et encore plus récent, le fait que ce soit estompé et que la croyance au progrès se soit diluée. Donc en ce sens-là, on peut dater et dire c'est la génération de mes grands-pères, de mon père et de moi, en gros. Je veux dire, du 19e siècle, le positivisme jusqu'à, en gros, je veux dire. On peut remonter au 18e siècle, en gros, avec le bonheur. C'est drôle parce que entre toi et nous, il y a Foucault, pas en termes de génération, bien sûr, mais en termes philosophiques, quelque part. Toi, tu es du progressisme anté-postmoderne, et nous, on est déjà dans la post-postmodernité. Oui, mais c'est là que je trouve que vous êtes aveuglé par la notion de génération. C'est là où je suis marxien. Je ne veux pas dire marxiste pour ne pas polémiquer et pour pas paraître dogmatique. Mais là, c'est là où je suis marxien, c'est que non, c'est pas depuis que ça, c'est depuis que le taux de chômage a augmenté. C'est là où je suis marxien. Ah oui, c'est bien possible. Ça nous a rendu plus sombres, plus pessimistes, vous croyez plus au progrès. Il Il a suffi qu'on abaisse le taux du plein emploi de 3 points
et plus personne, et tout d'un coup, Céline remplace Aragon, Oui, mais ça, c'est Heidegger remplace logique, Hegel, ou Marx, Mais ça, c'est Nietzsche logique. remplace. Enfin, je veux dire- Il suffit d'abaisser de 3 points le taux Non, de mais l'emploi, c'est donc il faut normal. être plus marxien que jamais, Moi, je veux dire, il y a- c'est le discours qui rend compte de votre génération. Mais ce qui est normal, c'est que je veux dire, il y a une inquiétude aussi, il y a une inquiétude Mais aussi il ne faut chez pas la jeunesse mélanger de l'inquiétude se dire- subjective, c'est-à-dire la conscience malheureuse, pour parler en termes hegéliens. La conscience malheureuse n'est pas la conscience lucide. Non, c'est pas ce que je suis en train de dire. C'est pour reprendre ces mots, c'est que on ne peut pas nier quand même que même si c'est de la conscience subjective, il y a quand même dans notre génération une sorte de désenchantement. Ah mais il y a de Qui- quoi, voilà, on vous et- a frappé, on et- vous a cogné. Hein. On Et est la déterminé à penser ce que nous pensons et c'est pas parce qu'on Non, mais est non, déterminé là, on qu'on est a- d'accord. Ouais, ouais. On est Après, la parfaitement question, d'accord. c'est Non, comment non. finalement tu dépasses aussi ce Bien sûr, non, mais je destinais ce pessimisme. discours à notre public, mais pour ce qui nous concerne tous les trois, je suis d'accord avec vous que c'est impitoyable. Je veux dire, moi, j'ai quitté l'enseignement comme ça parce que j'avais une copine qui trouvait que je voyageais trop. Et tout d'un coup, je suis entré comme consultant, je trouvais un boulot dès que j'en quittais un, quoi. Je me réclame de Hegel. Hegel disait, tu pourras jamais mettre plus que ton temps, mais au mieux tu seras ton temps. Il faut essayer en philosophie de comprendre au moins l'époque qu'on vit. Et moi, pour moi, ce qui la caractérise, c'est qu'elle est dominée par une puissance dont la caractéristique par rapport à la vieille Europe auquel nous appartenons est d'être sans histoire. Les États-Unis d'Amérique. Mais au sens où Marx disait qu'il existe des peuples sans histoire. Voilà, Ah, d'être d'accord, privé ouais. d'histoire. Attends, Ouais. relatif, hein, tout Ouais. le peuple a une histoire. Hein. Sûr, je ne suis pas en train de conterrer, je ne suis pas en train de Sarkozy qui dit que l'Afrique n'est pas rentrée dans l'histoire. Non, Mais je veux dire, voilà, c'est intéressant. Et cette culture-là, anglo-saxonne, essentiellement outre-Atlantique, plus qu'anglaise, essaie d'éduquer le monde dans Michael Jackson, enfin, dans une société sans histoire, dans une culture qui est amnésiante et amnésiée. Ça rend compte de beaucoup de choses que je suis en train de dire. J'ai entendu dire récemment, je ne le savais pas, qu'il y a l'équivalent filmique de ce que je déplore en musique, à savoir qu'il y a des jeunes qui fabriquent des films de 6 secondes, 10 secondes, 15 secondes, qui se passent en boucle après. Ah, mais ça s'appelle des vines. Ouais, voilà, c'est voilà, des trucs voilà, de 6 secondes. voilà, voilà. voilà, Bon, ça peut donner un cas. Si C'est vous- c'est Ah, non, toujours, non, c'est bah, toujours dans la on peut faire limitation. des chefs-d'œuvre dans tous les qu'arrive, genres. Hein. Moi, voilà. on parlait des genres tout à l'heure. On peut faire des chefs-d'œuvre dans tous les genres. J'ai rien contre aucun genre. J'adore le bel canto, au moins autant que Wagner. C'est pas la question. mais quand même, là, toutes choses restant égales par ailleurs, je veux dire, c'est quand même significatif d'une époque où le film c'est déjà trop long. J'ai vu des jeunes de 17 ans qui, pour un film c'est trop long, donc ils écoutent des séries, mais la série c'est trop long, donc on écoute un clip, le clip c'est trop long, donc on Oui, écoute... sauf que dans À la fin, le ça- cinéma actuel, les films sont beaucoup plus lents en moyenne, surtout dans l'industrie hollywoodienne, que le cinéma d'il y a 30 ou 40 ans. Hein, je pense que c'est pas faux. la C'est longueur bizarre. moyenne des films Ouais, a plutôt augmenté Oui, que oui, baissé. oui, oui, Voilà. mais enfin, moi je défalque les effets spéciaux qui pour moi c'est... Ah oui, si tu, Et à ce moment-là, il reste plus rien, Si tu quoi. fais une soustraction. Voilà. Bon, bref. Aussi, on enlève en musique tous les passages qui sont exprimés en termes de timbre par la corde amplifiée. Je suis un peu ironique là, il reste plus rien. Au moment où les classes moyennes surgissent, enfin vont s'imposer, on a souvent dit que c'est une révolution bourgeoise, la révolution française. Après tout, la bourgeoisie, qu'est-ce que c'est chez Hegel? C'est le moyen terme entre la famille et l'État. Entre les deux, il y a la société civile, dit Bürgerlich, comme on dit en langue allemande en plus. C'est la société bourgeoise, hein. Il y a toujours une ambiguïté à la traduction en Ouais, français. civique, Ils vont mettre à dire bourgeois, société citoyen, civile, parce que ouais, bourgeois ouais, est voilà. connoté différemment en Bien français. sûr. Mais ça veut dire les classes moyennes entre l'aristocratie et le prolétariat. Il y a quand même la Bürgerlich Gesellschaft. Voilà quoi. Dont je ne dis pas du mal, hein. On en est tous là, Lénine Et c'est une Bürgerlich. appartient à la Bürgerlich Gesellschaft. Gemeinschaft. C'est aussi ça qui fait la Oh là là. distinction entre communauté et société. Non, mais c'est. Je vois que vous connaissez des distinctions décisives, non, c'est très important. Moi, j'ai fait mon mémoire sur Hegel, donc j'ai dû le lire en allemand. Oui, et moi, du coup, et moi je suis corse. Alors tu vois pas le rapport, moi je vais Non, te dire, c'est que j'en ai marre du communautarisme. Quand Ouais, je suis chez bien moi, je sûr. vois marquer Ouais. les Français dehors et en dessous les Arabes dehors, il y a que les Corses qui sont bons, quoi. Si t'es pas corse, c'est un con, quoi. Je veux dire, quelque part. Maintenant que je l'entends, ça, moi je suis même pas considéré comme corse chez moi, alors que je suis corse de père et de mère. Mais comme j'ai vécu à l'étranger. Ah oui. Non, mais c'est pauvre la communauté à côté de la société. Je sais bien que je suis Oui. contre Mais- le courant dominant aujourd'hui en disant ça. Non, mais pas forcément, mais c'est le passage de la société ça fait un organique peu à la interlope, société. Ça fait un peu juif, ça fait un peu multinational. Il y a le monde ancien. Avant la Révolution française, il y a la séparation des genres. On l'apprend en classe. Le classicisme sépare les genres, le romantisme les fait fusionner. Hein. Mais on ne voit pas que c'est pas seulement le romantisme et le classicisme, c'est l'ancien monde et le nouveau dans lequel nous vivons. Nous sommes modernes depuis que les genres, depuis que la frontière entre les genres s'est estompée.
Depuis que Baudelaire fait des poèmes en prose, là, Monsieur Jourdain, il fait ou de la poésie ou de la prose, c'est bien clair. Là. Tout ce qui n'est point prose et vers, voilà. Où on fait des poèmes. Et à partir de la Révolution française, c'est-à-dire à partir du moment où on oblige le roi à avoir un bonnet rouge au balcon, tout ça se mélange. Je fais exprès de faire le mélange des classes sociales, des genres littéraires, il y a un rapport profond. Il y a un rapport profond. Tant les choses sont séparées dans les périodes de hiérarchie sociale, les périodes castées, si on veut quoi. Oui, parce qu'on peut dire que finalement, d'une certaine manière, le classicisme est un art qui vient d'en haut. Et ben voilà. En fait. Tandis qu'avec la Révolution française, le système hiérarchique se détruit plus ou moins, parce qu'après Voilà, je croyais que tu allais dire d'en bas pour faire contraste. Voilà. En fait, il vient du milieu entre les deux, des classes moyennes, le règne des classes moyennes qui commence avec la Révolution française. Et bien, puisque je parle à un Suisse, il y a un acte de naissance de cette fusion. De quelqu'un dont je me demande à chaque fois comment il a pu échapper à la folie. Je parle à la folie qu'on enferme, parce qu'il était un peu névrotique sur les bords, je pense à Rousseau. Je trouve miraculeux qu'il ait échappé à la folie. Il était parti pour être fou intégral, lui. Hein. Oui, déclassé comme il était, à la limite on te demande. Oui, puis avec une sensibilité voilà, avec ce parano, une parano évidente à la fin, mais c'est pas une parano. Mais justifié en partie, il me semble. Ah, mais je t'écoute avec plaisir. Non, parce que je suis de ceux qui s'insurgent contre le côté réducteur du mot parano appliqué à Rousseau. Parce qu'en principe, chez les cliniciens, la parano, c'est quand même quelqu'un qui redoute des dangers imaginaires, des menaces imaginaires. Alors que quand on brûle tes principaux bouquins sur la place publique, quand tu es décrété de prise de corps par les trois plus grandes puissances de ton temps, la Prusse, la France et l'Autriche, et tout n'est pas dans sa tête, il faut quand même pas déconner, il a de quoi être un peu inquiet, le mec. Et quand il doit changer de domicile, de moitié à Genève... Et sans aller jusqu'à la question des dangers physiques, il y a des gabales intellectuelles qui sont indéniables, je dirais. À commencer par celle de Voltaire. De Voltaire ou de Grimm. De la tolérance, et que tu écris la lettre aux citoyens, où Voltaire réclame la tête de Rousseau sur un billot, quand même. En gros, après que Rousseau ait refusé un théâtre, ce qui était une provocation contre Voltaire, Bouscard aurait dit. Et il attaquait le mondain, Rousseau. Et Voltaire, il ne pouvait pas le supporter. La prise de pouvoir des classes moyennes, tu as dit, ça correspond dans bien des domaines à un mélange des genres. Alors, et là, je me permets d'insister parce que j'aime pas trop insister sur mon originalité, j'en ai pas, je suis un transmetteur, moi je suis un mec de la transmission, je suis un prof, je suis pas un mec de la création, sinon j'écrirais au lieu de parler. Mais il y a un thème qui m'obsède et qui n'est pas traité. C'est celui précisément de la fusion ou de la séparation, mais ce qui est actuel dans la modernité, c'est la fusion des genres, des formes d'expression. La modernité, elle apparaît pour moi à partir de deux grands craquements, la révolution industrielle anglaise, la révolution politique française, à peu près au même moment, à peu près 18e siècle, je veux dire, nous sommes les produits de ces deux grands craquements. Ça arrive une fois tous les 20 siècles, les craquements comme ça, quand même, je veux dire, c'est énorme. Or, à ce moment-là, apparaît le romantisme. La première idéologie, mais au sens marxien, ça veut dire aussi bien en littérature, en esthétique, c'est pas du tout péjoratif, je veux dire, de la première forme d'expression des classes moyennes. Le romantisme, j'ai l'air un peu réducteur, mais c'est ça, le romantisme, c'est fabuleux à ce niveau-là, quoi. C'est la modernité. Quand Hegel, parce que tu connais Hegel, dit bien, il y a l'Orient, le symbolisme, il y a la Grèce, le classicisme, et puis il y a la modernité, le romantisme, les chrétiens. Voilà. On retrouve un peu la même logique. Il a bien vu Hegel quelque part, parce qu'il prend du recul, il fait c'est les bons découpages qui sont opératoires. Tout, chrétien veut pas dire ici grenouille de bénitier, au sens que critique Nietzsche. Non, lui parle de civilisation germano-chrétienne, qui est la civilisation de laquelle ça veut dire Descartes. Ça veut dire le fait qu'il n'y a plus des nymphes et des sources, il y a H2O, nous sommes matérialistes, et les sources, c'est des sources. Ça veut dire c'est de l'eau, H2O, il n'y a pas de divinité, il n'y a pas d'immanence. S'il y a un Dieu, il est transcendant, on ne le rencontre jamais. Donc, s'il y a une Europe technicienne avec un Occident qui a un rapport technicien au monde, c'est parce qu'il a été chrétien de culture et qu'il a un monde démystifié qu'on peut travailler, il n'y a pas des nymphes à respecter ou des trucs comme ça. À la source, on fait un barrage et voilà, c'est tout. Il n'y a pas de divinité. Depuis la réforme protestante. Le protestantisme a accru ça et redevenu aux sources à ce niveau-là. Il est un peu plus chrétien que le catholicisme. Moi, je suis corse, je suis catho jusqu'à la couenne par mes origines. Alors, mes tantes, elles priaient sur Saint-Antoine de Padoue pour retrouver leur bague qu'elles avaient perdue. Ça, j'ai trop vécu en Afrique pour voir que ça, c'est l'animisme. C'est ce qui était avant le christianisme. Je baise le crucifix. Et les ex-voto, ça, c'est le catholicisme. Le catholicisme, c'est des malins, c'est des politiques, les jésuites. Ils ont réconcilié les gens qui se réclamaient le christianisme avec les bonnes vieilles habitudes du peuple à qui il faut du ici et du maintenant. Le peuple, il faut l'immanence.
Ils ont tous fait leurs églises là où il y avait un temple avant, païen, un truc comme ça, une culte de Diane, ils sont pas cons, les jésuites, ça va organiser. Voilà, il y a un compromis. Hein, la première étude sur le sociologique quantifiée moderne, c'est Durkheim, le suicide, c'est connu. Hein. C'est la première où il montre que c'est à Strasbourg, en France, qu'il y a le plus de suicides, parce que c'est protestant. Et que si tu es une fille mère là-bas, si tout d'un coup t'es enceinte alors que t'as pas de mari déterminé, ben, tu peux le flinguer parce que t'es pas réintégrable dans la société. Oui. Que tu penses que le catholicisme est un peu plus souple. Attends, moi je suis corse. On va te dire, tu as un enfant, tu as la putain, etc. Ça va être le scandale. Et puis après, il va y avoir les larmes au premier enfant, le bambino. Voilà, on s'arrange. Parce qu'il y a la Vierge Marie, avec elle, elle comprend tout. Le barbu, le Dieu le Père, n'en parlons pas, lui, il n'entend rien. Hein. Le Fils, il est gentil, mais il est un peu faible. Mais il y a la Vierge Marie à qui on peut tout dire. Le catholicisme, c'est mais j'ai l'air de plaisanter. Mais tu sais, tu l'attribues une sorte de syncrétisme, en fait. Mais bien sûr, mais c'est un syncrétisme pour des raisons politiques. Pour les hommes de culture, c'est la seule manière d'embrayer sur les problèmes des gens qui n'ont pas de culture et de concilier avec ceux qui en ont. C'est qu'il y a un problème de fusion des genres. Et lorsque la première fois que ça s'est produit, ça a produit la folie. La folie de Hölderlin, c'est d'avoir essayé de réfléchir sur les genres. Personne n'a pris la distinction des genres aussi sérieusement que lui. L'alternance des genres épiques, lyriques, dramatiques dans le poème, par exemple. Nerval, dans sa nouvelle Angélique que je place au-dessus de tout, alors qu'on dit que c'est une œuvre un peu secondaire, la nouvelle qui ouvre la séquence des Filles du Feu quand même, vient d'une anecdote historique mais vérifiée, hein, d'un amendement qui était paru à ce moment-là et qui interdisait aux auteurs de faire du feuilleton roman. Oui. Ou bien vous faites de l'histoire, ou bien vous faites du roman. Vous faites pas les deux comme Monsieur Dumas, où on sait jamais si on est dans la fiction. Bon, et comme Nerval, Dumas, Gautier gagnaient leur croûte au départ, ou Eugène Sue, avec le feuilleton roman, dans des revues, hein, ça paraissait dans des journaux pour de bon. Hein. La nouvelle dont je parle, elle a paru dans le National en feuilleton. Avant d'être intégré dans les Filles du Feu. Je veux dire, ça les tuait dans leur mode d'expression. Et Nerval pose le problème, tout d'un coup, il déborde largement l'anecdote qui était à la base de sa nouvelle, et il dit, à partir de quand on fait du roman? À partir de quand on fait de l'histoire? Il s'aperçoit que les problèmes n'ont jamais été posés, finalement. C'est le propre de la modernité que la frontière s'estompe. C'est le moment où, chez Wagner, l'aria... Là, c'est clair, c'est identifié, c'est l'air de machin dans Verdi. Ou l'air de Figaro chez Mozart, c'est bien clair. Alors que dans Wagner, une espèce de mélopée permanente, où tu ne sais jamais si on est dans le récitatif, dans l'air, parce qu'il y a fusion du récitatif et de l'aria. Pas seulement de la parole et de la musique, ça c'est tout l'opéra, mais du récitatif et de l'aria. On a ce que Wagner appelle la mélodie infinie. Il ne faut pas être métaphysique, ça veut dire indéfini, la modulation permanente. Où il n'y a jamais de point final, quoi. Dans Tristan, c'est frappant. C'est ce qui fascinait. Je me demande si, dans une certaine mesure, on n'est pas en train de revenir un peu sur ça. Parce que tout ça, ce mélange des genres, en fait, c'est une expression de liberté de quelque chose. Et maintenant, où les choses un petit peu se resserrent... La fusion. Pardon, oui, excuse-moi, la fusion. Maintenant, où les choses ont tendance à se recroqueviller... Je prends la métaphore du fleuve, hein, voilà. Je pense à l'exemple littéraire, l'exemple romanesque, où, selon les sujets traités par la littérature, les auteurs sont beaucoup plus attentifs à bien signaler en toutes lettres roman, bien sûr, en sous-titre. Mais le roman est devenu un nouveau sous-titre pour éviter d'avoir des problèmes judiciaires. Alors que peut-être qu'il y a quelques décennies, la fusion des genres était plus aboutie qu'elle l'est aujourd'hui. Voilà. Non, mais parce que pas uniquement au regard de l'analyse de la critique stylistique, mais de la critique vraiment politique. Parce que un narrateur romanesque peut dire tout ce qu'il veut. Un auteur, en tant qu'il est l'expression oui, voilà. C'est à la fois du théâtre, du roman. Je pense que c'est plus délicat d'écrire ce genre de texte aujourd'hui. Et si on le fait, il faut vraiment se barricader derrière l'étiquette du roman. Et là, c'est le retour au genre. Tu as bien raison, mais ce retour dont tu fais l'écho à juste titre, et que je constate aussi empiriquement, est l'effet régressif. Du point de vue de la musique, puisque vous êtes tous les deux connaisseurs, la musique, le développement de la musique pendant la Révolution, comme beaucoup d'autres choses pendant ce temps-là, va quand même puiser, ou essayer de puiser, dans un idéal classique qu'est l'idéal antique. Bien sûr, comme la peinture de David. Est-ce que on entend ça du coup comme un retour en arrière, une continuité, ou quand même comme une rupture et un mélange des genres propre à cette modernité qu'elle inaugure? En France, ça donne pas grand-chose. Je fais une banalité. On parle de quel... Ils ne sont pas musiciens à l'époque, c'est l'Allemagne qui prend la relève tout d'un coup. La musique jusque-là, elle était italienne ou française, et tout d'un coup l'Allemagne, c'est sa grande époque, quoi.
il va régner sur la musique de Bach jusqu'à Schoenberg, pratiquement. Hein. Je veux dire, bon, c'était énorme quand même. Hein. En passant par les Schumann, les Schubert, les Brahms, les Wagner, ça fait quand même du poids. Hein. Bon, bref, à part quelques exceptions comme Chopin, tout se passe en Allemagne. Il faut être juste. Puis il y a l'opéra italien. Commençons par les forces productives, puisqu'on parle musique. Le piano. C'était nouveau le piano. Le passage du clavecin au piano. D'accord. Bach a été payé comme consultant pour essayer et tester les premiers pianos. Ah bon, ouais. Oui, il a vu des défauts, on a tenu compte de ses améliorations, c'est intéressant, il a été payé comme consultant. Il coïncide son développement avec l'apparition de la bourgeoisie, les révolutions françaises, les classes moyennes. Il y a un piano dans chaque foyer bourgeois, la petite va faire du piano, le petit va faire du piano, c'est une manière d'avoir l'orchestre. Ça veut dire quoi qu'en tant qu'objet, il était plus accessible que l'intériorisation du public. Oui. Ce qui était public à la cour, ce qui était à l'extérieur de chez moi. C'est pas chez moi que ça se passe à la cour, la culture. Oui. Ou bien au théâtre de Bourgogne, c'est pas un chez-soi, c'est pas un foyer. Avec la bourgeoisie, le piano va permettre d'avoir l'orchestre, parce qu'avec un piano, tu peux tout faire. Tu peux faire une symphonie de Beethoven par réduction, voilà, tu peux faire des accords, donc tu peux reproduire toute musique avec le piano. Un des plus grands pianistes de ce siècle, Piazzolla Richter, par exemple, a fait toute sa période de formation comme accompagnateur d'opéra. Ça coûte trop cher de payer un opéra à un orchestre pour les répétitions. C'est un pianiste qui accompagne les chanteurs pendant les répétitions. Le piano peut tout faire. Et ça, le clavecin, il peut faire le corps, le hautbois, non. D'accord. Parce que le clavecin ne dépend pas de la force du toucher. Oui. C'est-à-dire, le mot piano vient de là. C'est l'abréviation de forte, piano, forte. Tu peux faire fort, tu peux faire doucement. Tu peux raffiner le toucher. Le clavecin, tu tapes comme ça ou comme ça, c'est le même son, je veux dire. C'est comme le synthétiseur. Si tu fais un synthé, tu tapes fort ou pas, je veux dire, c'est pas toi qui fais le son, c'est l'ordinateur. Et bien pour le clavecin, c'est un peu pareil. C'est une corde pincée, en fait. Hein. Quand tu appuies sur une touche, dans un piano, ça frappe la corde, c'est une corde frappée. Quand tu appuies sur une touche d'un clavecin, c'est pincé comme une guitare. Il y a un petit penne qui vient comme ça pincer la corde. Voilà, c'est une guitare avec un clavier. Un luth avec un clavier. Voilà. Donc c'est pas uniquement le fait que l'objet piano ait été à un moment donné économiquement plus accessible, c'est que c'est pas ça. C'est aussi ça. Oui. C'est vrai qu'on l'a produit en masse, ça correspond à la révolution industrielle. C'est pas le prix d'un clavecin, c'est la vraie marqueterie, un clavecin. Oui, mais il aurait pu aussi, le clavecin aurait pu être pris en charge aussi par la révolution industrielle. Tout à fait. Mais le piano correspondait au feeling, on dirait en jazz, au feeling parfait de l'intériorisation de l'époque et surtout de la musique à l'intérieur de chez moi, de ma famille, de mon foyer. Un type comme Chopin, qui est emblématique de l'écriture pianistique, par exemple, qui n'a écrit que pour le piano, c'était unique dans l'histoire de la musique, un mec qui s'est débrouillé qu'un seul instrument. Chopin disait, j'aime pas trop comme Liszt jouer dans une grande salle en public. Moi, il faut que je joue dans un petit auditoire, en salon. Le piano, c'est ça, c'est l'intimité, c'est la première chaîne IFI. Oui. C'est vrai que c'est une révolution qui est comparable à ça. T'as l'accès à la musique dans les foyers, c'est énorme. C'est aussi le fait que finalement le piano aussi est à lui seul un orchestre, comme tu disais. Mais bien sûr. C'est-à-dire que ça peut pas faire ça avec une flûte. Mis à part les partitas de Bach, ni avec un saxo. C'est une note ou deux notes à la fois, tandis qu'un piano tu peux en faire 10. Tu peux pas faire ça avec des instruments, si on veut être rigoureux et philosophe, linéaires, des instruments de la succession. Le piano, c'est un instrument aussi de la simultanéité, des harmonies et pas seulement de la succession de la mélodie. Voilà, donc tu peux tout faire. Qu'est-ce qui est anti-moderne ? La vogue de la musique baroque. Voilà ce qu'avait la musique qui régnait sur l'Europe avant la Révolution française. On y est en plein. La musique elle-même isométrie constante que le rock. C'est pour ça que je dis le baroque, B-A-R-O-C-K. J'y tiens. C'est venu en même temps. La restitution de la musique baroque, l'Adagio d'Albinoni, les 4 saisons de Vivaldi, c'est venu dans les années 50 en même temps que le rock venait. C'est curieux, mais c'est comme ça. Je n'invente rien là par contre. Pourquoi ? Quel est le rapport ? Parce que c'est une musique qui suscite, qui évoque un monde où il y a une place pour chaque chose et chaque chose à sa place. Le monde des caractères de la bruyère, un monde intemporel, structuraliste. Un monde de la synchronie, pas de la diachronie. Lévi-Strauss disait, moi je passé ma vie à étudier les sociétés sans histoire. Je fais une revue un petit peu des jeux de mots qui vont dans le sens de ce que je dis, c'est pas tout à fait ironique, quoi. C'est sérieux. La modernité ne s'aime pas. Quand on aura compris ça, que la vogue de la musique baroque est typique de la modernité, les premiers qui ont réhabilité le répertoire baroque, ce sont les romantiques. Alors qu'en général, on oppose l'esthétique baroque à l'approche romantique. La première fois qu'on joue la Passion sur Saint-Mathieu, à part le jour de la création, mais pour Bach c'était un événement, c'était Pâques, voilà, point final, après on passe à autre chose. Pour nous, c'est un des plus grands chefs-d'œuvre en admiraison de toute l'histoire de la musique occidentale. Pour lui, c'était la cantate du jour, la cantate de cette semaine-là. C'est Mendelssohn qui réunit les romantiques et qui, à Leipzig, crée tout d'un coup, en créant le Gewandhaus à Leipzig, qui reste un des meilleurs orchestres du monde, la Passion sur Saint-Mathieu.
C'est les romantiques qui réhabilitent le répertoire baroque. Beethoven avait toujours le clavier bien tempéré sur son piano. C'est intéressant. Une des plus belles pages de Nietzsche, si toutes les notices de disques en musique classique étaient faites comme ça, ce serait merveilleux. C'est son compte-rendu de son premier contact avec l'ouverture des Maîtres chanteurs. Cette page célèbre qui a dans Par-delà le bien et le mal. J'ai entendu hier, toujours comme si c'était pour la première fois, l'ouverture des Maîtres chanteurs. Que de sèves et de climat, que de force se mêlent dans cette musique. Enfin bref, il y a un texte magnifique. Et tantôt ces musiques nous semblent surannées, lourdes et pompeuses, tantôt d'une extrême jeunesse, capricieuse, âpre. De temps en temps, elle a le côté flasque des fruits qui ont mûri trop tard. Et la chute est magnifique. Je reviens aux Allemands. Cette musique exprime à merveille ce que je pense des Allemands. Ils sont d'avant-hier et d'après-demain, ils sont toujours pas d'aujourd'hui. Oui, voilà. Voilà. Car la France a des problèmes. Là, je parle allemand, j'ai dit des problèmes. Du problème. Et l'Allemagne est un problème. C'était le meilleur historien de l'Allemagne qui commence son histoire de l'Allemagne comme ça. La France a des problèmes, l'Allemagne est un problème. C'est pas actuel, ça. Faudrait leur demander. Ça n'a pas pris une ride. La France a des problèmes, ça n'a pas pris une ride. Hein. Ah bah oui, non, ça. L'Allemagne est un problème pour les Grecs, pour l'Europe, pour tout le monde, pour l'Ukraine, pour la Russie. L'Allemagne est un problème, même pour les États-Unis. Ils commencent à douter, le meilleur allié, le plus fidèle. Les trois plus grands fous de la modernité, dans l'ordre chronologique, Hölderlin, Nerval, Nietzsche. Oui. C'est troublant, hein, quand même. Hein. Sont hantés par ce problème. Quel est le premier ouvrage de Nietzsche? Le problème, c'est un hommage à Wagner, à celui qui veut faire la fusion de la parole, de la musique, oui ou non, du genre chanté, du genre joué instrumental. Déjà, l'opéra est au cœur de cette impureté. Hein, à l'époque de Monteverdi, qui font l'opéra, on parle du parlando cantando. Hein. En parlant, en chantant, on va savoir. Hein. Maintenant, il y aurait le slam ou le rap qui serait un peu l'équivalent. Est-ce qu'on parle ou on chante là, dans le slam et le rap? La question mérite d'être posée, elle est pratiquement insoluble. Oui. Hein. Le rap, à son origine, procède d'un mélange des genres. Bien sûr, c'est le problème du récitatif classique, hein, par rapport à l'aria. Hein. Il y a le récitatif, où on dit ce qui se passe, là, le conte Almaviva, et puis tout d'un coup ça s'interrompt, et puis il y a l'air de Rosine, de la comtesse, etc. Wagner va supprimer tout ça en fusionnant le récitatif et l'air, en faisant une espèce de mélodie continue qui est en même temps un récitatif et une mélodie, voilà. Mais pourtant Nietzsche, dans sa naissance de la tragédie, évoque déjà la question, même s'il ne l'évoque pas pour son époque, mais pour l'Antiquité grecque, puisqu'il met la frontière à un endroit où on ne pensait pas forcément la mettre, dans l'histoire de la tragédie et du musical qui l'accompagne. Est-ce que c'est aussi, on peut aussi parler de mélange des genres dans cette transition-là? Plein, mais je suis en train d'illustrer. Mais je voudrais pas que les arbres qu'on perde, si tu veux, qu'on noie le poisson ou qu'on oublie la forêt avant de plonger dans les branches d'arbres, hein, pour répondre à la question. Je rappelle au départ que si on parle de ça, c'est parce que je dis qu'il y a un danger mortel. La folie de Nietzsche, la folie de Nerval, la folie de Hölderlin ne sont pas étrangères à leurs soucis communs à tous les trois. De ceux qui sont différents, hein, extrêmement différents psychologiquement comme profil. Mais ils ont en commun d'être obsédés par le problème de la fusion des genres. Oui. Il y a un danger. Il y a un danger. Je ne le dénonce pas, je suis moderne, donc je n'ai pas le choix, je suis pour la fusion des genres. Mais quelque part, à partir du moment où tu mets un bonnet rouge à Louis XVI sur le balcon de Versailles, tout devient possible. Je reviens à mon parallèle, quoi. Mélange des classes. Désordre, avec les classes moyennes, t'es quoi? On rêve tous d'être aristocratiques. Il n'y a jamais eu autant le culte de Racine que depuis que la bourgeoisie est au pouvoir, par exemple. Oui, il est joué toute l'année à peu près. C'est clair, c'est aristocratique et royaliste par excellence. Quoi, je veux dire. Hein, Racine qui va jusqu'à dire dans la préface à Phèdre, a justifié pour la raison pour laquelle il a modifié un peu la tradition de Sénèque, qui mettait la calomnie dans la bouche de Phèdre, alors que Racine le met dans la bouche de la servante. Il dit: j'ai pensé qu'une princesse de son état ne pouvait pas se prêter à cette chose épouvantable qu'est la calomnie. Je pensais qu'elle était mieux à sa place dans la bouche d'une servante. Socialement, c'est glaçant, mais en même temps, c'était courant à l'époque. On est Versaillais, quoi. Une princesse peut pas calomnier, c'est vilain, ça. C'est une servante. Voilà. Eh ben, c'est l'auteur favori de Fauchet. Regarde Proust, comme il est tremblant d'émotion dans sa narration quand le narrateur apprend que pour la première fois, il va aller écouter la Berma déclamer Phèdre. Bon, je veux dire, voilà. Donc, ces classes moyennes qui émergent de la Révolution française sont condamnés quelque part à la fusion des genres. Le théâtre, c'est le genre mondain par excellence.
Bah, qui a Je dis pas ça complètement- péjorativement, c'est le complètement genre, une explosé fois un au 19e public siècle, qui te d'ailleurs. regarde, c'est la reconnaissance par la foule. Aujourd'hui, c'est le showbiz, quoi. Nerval a toujours rêvé de faire la pièce de théâtre qui va subjuguer, comme ses amis Dumas, comme... Bah, tous, Fred de Mais oui, Musset aussi. tous, et il échoue complètement, tu vois. La grande désillusion de Musset, de ne Non, pas mais avoir réussi. il faut un mec, Et il faut un pourtant, Wagner, c'est unique pour dire non seulement vous allez m'écouter, mais je vais faire un temple où on ne joue que ma musique. Et Nerval est très conscient, son père est dans la grande armée et lui, il a éclussé dans des cafés. Il écrit à son père, il avait un rapport au père, c'est un peu le rapport de Kafka au père. Hein. Le père aura voulu qu'il fasse médecine, le père était médecin dans les armées, la grande armée. Et il voit ce fils qui fait la poésie, les conneries, comme ça. Et il s'en est servi un peu pendant l'épidémie de choléra où Hegel est mort d'ailleurs à Berlin. Et il écrit à son père, timidement, c'est pas un type qui tape sur la table, il dit on devrait peut-être aller en Allemagne. Parce que là-bas, tout le monde est fou. Je ne suis pas fou là-bas. L'Allemagne, notre mère à tous. Mais il dit, il sait que sa mère est enterrée. Maintenant, c'est en Pologne, hein, à Glogau, pas très loin de là, en Silésie, quoi. Elle avait eu l'imprudence de suivre son mari dans les campagnes napoléoniennes et elle est morte en attrapant des fièvres sur un pont chargé de cadavres, un genre de Bérésina. Et donc, on comprend mieux de l'investissement de Nerval sur l'Est. Et voyage vers l'Allemagne, la quête. Une quête d'un tombeau. Tout Nerval se déploie entre la tombe de la mère, où il n'a jamais pu accéder, et la tombe de Rousseau, où il est né, pratiquement. Oui. Et donc il parle. Où est-ce qu'il. Donc quelle nouvelle il parle d'Ermenonville merci. Presque dans beaucoup. Oui. Je prends Sylvie qui est l'œuvre la plus connue. Hein. Très belle page de Proust où il dit cette couleur pourpre de Sylvie. Bon. Qui a un côté autobiographique, romantique et léger. Nerval adore se couler dans les conventions. C'est ça qui est piégé, qui fait qu'on a mis du temps à le reconnaître comme auteur de premier plan. C'est tout le contraire d'un Baudelaire, encore une fois, qui tape sur la table d'un Rimbaud, qui innove des premiers mots, quoi, je veux dire. C'est moins avant-gardiste. Oui, non, c'est quelqu'un qui veut absolument s'intégrer à ce qui marche bien, hein, comme il est un peu en marge. Il y a une discrétion littéralement suicidaire. Baudelaire, dans le plus bel hommage qui était fait à Nerval, dit il y a un an, jour pour jour, un homme qui ressemblait à... un homme a recherché la nuit la plus infâme de Paris pour y délier son âme, la rue la plus noire qu'il put trouver, avec une discrétion qui ressemblait à du mépris. Nerval a compris Baudelaire, une discrétion. Baudelaire a compris Nerval. Baudelaire a compris Nerval, je n'arrive pas à le dire. Et parce que souvent la révolution de la littérature moderne qu'on fait commencer à Baudelaire, à juste titre en gros, statistiquement tout commence à Baudelaire, même Rimbaud qui est intraitable, qui est sans pitié comme tous ces jeunes. Baudelaire, la forme s'y vantait chez lui est mesquine, il a vécu dans un milieu trop parti, dit quand même que c'est le premier des voyants, roi des poètes, un vrai dieu, quoi, voilà, c'est quand même à Baudelaire que ça démarre, quoi, les Mallarmé, les Rimbaud, après n'en parlons pas. Et on oublie que Nerval avait commencé ça, Baudelaire est le premier à le reconnaître, mais avec une telle suicidaire discrétion que c'est passé inaperçu. Par exemple, il est le premier à parler de Wagner, on croit que c'est Baudelaire qui fait l'hommage à Wagner, le fameux hommage à Wagner, etc. Non, c'est Nerval, donc je reprends mon parallèle. Ah bon, d'accord. Nerval, Wagner. Oui. Tout à fait par hasard. On est le 22 mai 2016. Et et pour toi, c'est une date qui veut dire quelque chose. Ah bon sang, ben oui, effectivement. Le 22 mai, je retiens deux. C'est l'anniversaire des naissances de Nerval et de Wagner. On dirait quel rapport entre le sursum boum boum, pour parler comme Nietzsche de Wagner, le sursum boum boum, les gros effets, la Valkyrie. Je fais une parenthèse, il y a une époque où la marque des saucisses Olida faisait sa publicité avec une Valkyrie avec des nattes en papier qui surgissait sur scène et qui ouvrait la bouche pour sortir le cri de la Valkyrie. C'était horrible, on voyait sortir une guirlande de saucisses de sa bouche. Voilà. C'est un peu le Wagner dont Nietzsche dresse le portrait par moments, même si Nietzsche, à mon avis, est mort de son amour pour Wagner. Le 22 mai, il y a ces deux-là. La mort de Wagner, qui est une mort bien connue des cinéastes, ou je ne sais pas si les cinéastes y pensent quand ils regardent le Visconti, le mort à Venise, mais Wagner est mort à Venise, il s'est débrouillé pour ça. Il se triomphe jusqu'au bout. Moi, je suis mort à Venise, tout le monde ne peut pas en dire autant. Venise, c'est important, c'est là où Tristan a été composé, donc c'est là où la musique moderne est née. L'harmonie moderne, l'harmonie qui va donner, soit en classique, les Schoenberg, Berne, Webern, l'école de Vienne, bon c'est banal ce que je dis, c'est connu dans les histoires de la musique, là. Soit en jazz, les harmonies jazzy, Bill Evans et tout. Debussy, tout ça aurait été impensable sans les harmonies de Tristan, et tout ça est né des lagunes de Venise. Enfin bref, il fallait un Bosch à Venise pour que tout ça se produise. Et on fait ça le 22 mai, curieux, hein. Et Nerval, donc le
sans doute le plus grand traducteur du romantisme allemand en France. C'est quand même une petite continuité. Hein. J'ai l'air d'opposer Nerval et Wagner. C'est vrai, hein, on voit un petit rêveur, un fantaisiste, un light, un français typique, quoi. Ah bon, tu le vois comme ça? Non, mais c'est comme ça qu'on le voyait à son Ouais. époque, soyons clairs. Nerval n'est un écrivain de premier plan que depuis une période récente. On le sait peu, ça. Mais par exemple, une œuvre qui pour moi est une des plus importantes, la nouvelle qui ouvre Les Filles du Feu, Angélique. Oui. Juste avant Sylvie, qui fait un souvenir écran, parce que Sylvie a telle réputation, était une telle chef-d'œuvre, une Ouais. telle perle, Proust l'a portée au nu, Proust rêvait d'écrire à moitié aussi bien que l'auteur de Sylvie. Il met sur un carnet, essayait d'aller plus loin que Gérard. Bon. Puis le travail sur la mémoire, hein, chez Nerval, Proust, ça devait le fasciner. Ce chef-d'œuvre qu'est Sylvie fait souvenir écran et on passe un peu sur Angélique, qui pour moi est peut-être l'œuvre la plus longue qu'on ait jamais faite depuis l'Odyssée d'Homère. Ulysse qui est nommé à la fin d'Angélique en passant comme ça, à la Nerval, discrètement. Pas comme chez Joyce, où c'est dès le titre emblématique, on sait qu'on va parler d'Ulysse. Non, non, en 1851. Il vient de sortir d'une énième crise de... Je ne suis pas spécialiste, je ne suis pas médecin. Hein, je veux dire. Ça ressemble à de la maniaco-dépression, en gros, hein, quand même. La cyclothymie, comme on dit maintenant, les trucs Ah oui, la de cyclothymie. polarité. Ouais. Et passage de la déprime totale à l'euphorie mystique. Bon, bref. Mais à chaque fois, cette guérison, hein, ce cycle, il sort d'une crise, il voyage. Ses amis lui trouvent une raison sociale qui va fliquer les contrefaçons de livres français en Hollande avec l'aide du ministère. C'est sympa, les amis Théophile Gautier, bon, qui n'ont jamais pris au sérieux comme écrivain. C'est un bon pote qui a une plume merveilleuse et qui vous fait les meilleurs comptes rendus, des pièces secondaires, mais jamais ils l'ont pris au sérieux comme un grand écrivain. C'est eux les grands écrivains. C'est pas Nerval, second couteau. Et donc, il vaut mieux être inconnu que méconnu. Inconnu, tu peux toujours bénéficier d'une réhabilitation tout d'un coup, là, d'une découverte, alors que méconnu, il faut surmonter des préjugés. Et Nerval a toujours été l'objet de préjugés. Pardon, je parle de Nerval parce qu'on est le 22 mai, tu as raison. L'angoisse de la folie, et je m'en évade par le voyage. Le voyage le rend de nouveau créateur, car la folie est venue souvent d'un doute sur ses capacités d'écrire. C'est intéressant. Faut oublier que Proust, jusqu'à la fin, jusqu'au début, où on commence à écrire à la recherche et il ne s'arrête plus, il pensait qu'il était un auteur médiocre, que tout avait été dit avant lui et beaucoup mieux. Bon, voilà, il était agité par ça. Mais là, le voyage le féconde. Et donc il écrit à Jules Janin, un prodige, hier soir, en touchant les bords du Rhin, je retrouvais ma voix et mes moyens. J'ai écrit un sonnet en passant de Strasbourg à Bade. Et il fait 5 fois le Bade, Strasbourg, Strasbourg-Bade. C'est quelqu'un pour qui les frontières étaient plus des espaces que des lignes. Il se plaît dans l'entre-deux comme ça. C'est le traducteur de l'Allemagne en France. Je fais exprès de dire ça. C'est une médiation permanente. Tu devrais venir en Espagne, les putes, elles sont pas chères.